Je m'appelle Martine Dubois. J'ai 72 ans. Et il y a 2 jours, la veille de Noël, mon propre fils a levé la main sur moi. Ce matin, je suis assise seule dans mon salon, dans le fauteuil relax qui appartenait à mon défunt mari, Robert. Une poche de glace repose sur mon poignet. L'hématome est encore sombre, encore douloureux. Chaque petit mouvement me rappelle ce qui s'est passé. Mon téléphone ne cesse de sonner. Je sais déjà qui c'est avant même de regarder. Je le sais depuis le tout premier appel. Damien, mon fils. Mon avocate m'a dit de ne pas répondre. Elle a dit que tout devait désormais passer par elle. Elle a dit que tout contact ne ferait que rouvrir des plaies qui saignaient encore. Les papiers de l'ordonnance de protection reposent sur la table basse devant moi, non signés, en attente. Mais quand le téléphone s'allume à nouveau, mon pouce bouge avant que mon esprit ne le rattrape. Je réponds. Maman. Sa voix n'est pas assurée comme elle l'était il y a 2 soirs. Elle est fluette, tremblante. Maman, est-ce que tu as payé le crédit de la maison ce mois-ci? C'est sa première question. Pas, es-tu blessé? Pas, est-ce que ça va? Juste ça. Je regarde par la fenêtre mon jardin gelé. L'herbe est raidie par le givre. Un seul oiseau picore le sol, puis abandonne. Pourquoi penserais-tu que j'ai payé ton crédit, Damien? Demandai-je doucement. Il expire fort. Le paiement n'est pas passé. La banque dit que nous sommes à découvert. Et je sais que d'habitude tu nous aides quand les temps sont durs. D'habitude. Il y a 2 soirs, tu m'as dit que j'avais plus d'argent que nécessaire. Tu as dit que ce que je faisais de mon argent ne me regardait pas. Tu as dit que j'allais mourir seule dans cette maison de toute façon. Le silence s'étire entre nous. Laure m'a volé 30 000 €, dis-je calmement. Et tu l'as aidé à le faire. Quand je t'ai confronté, tu m'as poussé au sol et tu m'as laissé en sang. Si tu veux comprendre pourquoi j'ai dit non aujourd'hui, tu dois entendre ce qui s'est passé dans ma cuisine. 3 mois avant cet appel téléphonique, j'étais encore la femme que j'avais été pendant la majeure partie de ma vie. Martine Dubois, bibliothécaire scolaire à la retraite, veuve depuis 5 ans, mère d'un fils unique qui appelait tous les dimanches sans faute. Je vivais seule dans un pavillon modeste près d'Orléans, la même maison que mon mari, Robert, et moi avions acheté quand Damien était encore à l'école primaire. Ma vie était calme, mais elle était remplie à sa manière. Le mercredi, je faisais du bénévolat à la médiathèque locale, rangeant des livres et aidant les enfants à trouver des histoires qu'ils étaient impatients de lire. Le vendredi, j'allais au club de lecture chez mon amie Nicole Caron. Nous nous retrouvions à 14 h, toujours avec des desserts faits maison et du café fort. Cela donnait un but à ma petite routine. Les samedis appartenaient à Damien et à sa femme Laure. Je conduisais jusqu'à leur maison dans un lotissement résidentiel, celle que je les avais aidés à acheter, et je cuisinais un dîner entièrement fait maison. Des rôtis, des gratins, des desserts. Laure disait que c'était meilleur quand c'était fait maison. Laure ne m'appelait jamais maman. C'était toujours Martine. Polie, distante, comme si nous travaillions dans le même bureau au lieu d'être de la famille. Je me disais que c'était bon. Les gens montrent leur affection différemment. J'étais probablement trop sensible. Damien avait l'habitude de demander comment j'allais. Quand cela a cessé, je n'ai pas posé de questions. Ces appels sont lentement devenus des demandes au lieu de conversations. Peux-tu surveiller la maison? Peux-tu aider avec une facture? Peux-tu nous dépanner juste cette fois? Je disais oui à chaque fois parce que c'est ce que font les bonnes mères. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre vendredi. Je me suis réveillée tôt, j'ai pris une douche et je me suis habillée pour le club de lecture. J'avais fait des tartelettes au citron ce matin-là, celles que Robert aimait tant, et je les avais placées soigneusement dans une boîte sur le siège passager de ma Twingo. À 13h30, j'étais prête à partir. Puis mon téléphone a sonné. La voix de Nicole était désolée. Sa fille avait accouché plus tôt que prévu. Le club de lecture était annulé. Elle a promis que nous nous verrions la semaine suivante. Je suis restée assise dans mon allée un instant avec le moteur en marche. J'étais déjà habillée. Les tartelettes étaient déjà faites.
Retourner à l'intérieur semblait inutile. J'ai décidé de faire quelques courses à la place. J'ai conduit vers la zone commerciale des Aubiers, laissant ma mémoire musculaire me guider. J'avais besoin d'espèces pour le marché du lendemain matin. Alors, je me suis garé sur le parking de la banque que Robert et moi utilisions depuis des décennies. Alors que je ralentissais près du distributeur automatique, quelque chose a attiré mon regard. Un éclair de rouge. Laure se tenait devant la machine, me tournant le dos, portant le manteau rouge vif que je lui avais offert à Noël dernier. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il coûtait cher. Elle l'avait porté souvent et recevait toujours des compliments. 3 places de parking plus loin, se trouvait le SUV de Damien. Mes mains se sont crispées sur le volant. Pourquoi Laure serait-elle à cette banque? Ils en utilisaient une autre à l'autre bout de la ville. Damien avait été très clair à ce sujet. J'ai regardé alors qu'elle terminait sa transaction. La machine a distribué une épaisse liasse de billets. Elle les a comptés rapidement, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a glissé l'argent dans son sac à main. Quelque chose dans ma poitrine s'est effondré. Je me suis baissée instinctivement, me sentant ridicule en le faisant. Laure a marché jusqu'au SUV, est montée et est partie sans se retourner. Je suis restée assise là pendant plusieurs minutes après son départ. Mon cœur battait la chamade. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être que Damien lui avait demandé de retirer de l'argent. Peut-être que je me trompais sur la banque qu'ils utilisaient. Peut-être que j'imaginais des choses. Mais le sentiment ne voulait pas partir. C'était le même sentiment que l'on a quand on ouvre le réfrigérateur et qu'on sent quelque chose d'aigre avant de pouvoir le voir. Un avertissement silencieux que quelque chose a tourné. Finalement, je me suis garée et je suis entrée. Le hall était familier, confortable. J'ai demandé à parler à une conseillère et j'ai demandé mes relevés récents. Ma voix semblait calme, même à mes propres oreilles. Alors que les chiffres apparaissaient sur l'écran, le sentiment de malaise s'est transformé en quelque chose de plus lourd, quelque chose d'indéniable, et j'ai su, debout là sous les néons, que ma vie était sur le point de changer. La conseillère a tourné l'écran légèrement pour que je puisse mieux voir. Au début, rien ne ressortait, juste des chiffres et des dates. Puis elle a fait défiler et défiler encore. 3 000 €. Je me suis penchée plus près. La ligne suivante montrait le même montant, et celle d'après aussi. Toujours 3 000 €. Toujours le même jour de la semaine. Toujours dans le même court créneau horaire de l'après-midi. Vendredi, mon jour de club de lecture. Je lui ai demandé de sortir l'historique. Les 8 derniers mois. Le schéma ne changeait pas. Semaine après semaine, pendant que j'étais assise dans le salon de Nicole à parler de romans et à siroter du café, quelqu'un vidait mon compte. Pas au hasard, pas négligemment, méthodiquement, 3 000 € à la fois. La voix de la conseillère s'est adoucie. Elle a expliqué que les cartes de retrait d'urgence sont souvent mal utilisées. Une fois que quelqu'un a la carte et le code, le système ne remet pas en question l'intention. Il présume la permission. J'ai eu froid partout. J'ai demandé s'il y avait des images de surveillance. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Elle m'a dit que cela prendrait quelques minutes. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, les mains jointes sur mes genoux, fixant le mur. Quand les images sont apparues, il n'y avait plus de confusion derrière laquelle se cacher. Le visage de Laure était clair, plus clair que je ne le voulais. Elle était là au distributeur, insérant la carte, tapant les chiffres, prenant l'argent. Parfois elle avait l'air nerveuse, parfois ennuyée. Une fois, elle souriait à son téléphone pendant que mon argent sortait de la machine. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une mauvaise décision isolée. C'était une routine. J'ai remercié la conseillère, rassemblé les relevés imprimés et je suis sortie vers ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Je savais exactement qui je devais appeler ensuite et exactement ce que je devais demander. Je suis restée assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes avant de composer le numéro de Damien. Mes mains étaient stables. Cela m'a surprise. Je m'étais attendue à de la colère ou de la panique, peut-être des larmes. Au lieu de cela, il y avait un calme étrange, le genre qui vient quand une vérité se met enfin en place.
Damien a répondu à la 4e sonnerie. Salut, maman, a-t-il dit, je suis un peu occupé. Je n'ai pas perdu de temps. La carte de retrait d'urgence que je t'ai donnée, ai-je dit. Celle liée à mon compte courant. Où est-elle? Une pause. Une courte, mais assez longue pour compter. Elle est dans mon portefeuille, a-t-il dit. Pourquoi? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? Lis-moi le numéro au recto de la carte. Il a soupiré, agacé, mais il l'a fait. Je l'ai comparé au numéro sur le relevé posé sur mes genoux. C'était la même carte. C'était quand la dernière fois que tu l'as utilisée, Damien? Je ne sais pas. Il y a des années, quand ma voiture est tombée en panne. Tu m'as dit que c'était pour les urgences seulement. J'ai fermé les yeux. As-tu déjà donné cette carte alors? Le silence s'étira. Je pouvais entendre du mouvement de son côté, un tiroir qui s'ouvre, puis rien. Elle en a eu besoin une fois, dit-il doucement. Vers Noël l'année dernière, nos cartes de crédit étaient au plafond. Je lui ai dit de retirer un peu et de le rembourser. Combien c'est un peu, Damien? Une autre pause. 3000. L'air a quitté mes poumons. Juste une fois, a-t-il ajouté rapidement. C'était censé être temporaire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer davantage parce que je savais déjà. Tu lui as donné la permission, ai-je dit, et elle l'a pris comme une invitation. Il a commencé à dire mon nom, mais j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai étalé les relevés sur la table de ma cuisine et je les ai regardés une dernière fois. Puis j'ai pris une décision. Je ne les confronterai pas au téléphone. Je les regarderai dans les yeux. Le réveillon de Noël est arrivé froid et clair. Je me suis réveillée avant le lever du soleil et j'ai bougé dans ma cuisine en pilote automatique. Dinde au four, pommes de terre bouillantes, pâte étalée et coupée en forme nette. Mes mains étaient stables. Mon esprit était calme d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des semaines. Les relevés bancaires étaient pliés une fois et glissés dans la poche de mon tablier. En fin d'après-midi, la maison sentait le romarin et le beurre. La table était mise pour 3. Je ne me sentais pas d'humeur festive. Je me sentais préparée. Ils sont arrivés tôt. Damien est entré le premier, apportant l'air froid et l'odeur familière de son eau de Cologne. Il a embrassé ma joue sans vraiment me regarder. Laure a suivi, ses talons claquant sur mon parquet, portant un dessert acheté en magasin dans une boîte en plastique. Joyeux Noël, Martine, a-t-elle dit joyeusement. Elle est allée directement à la cuisine, a ouvert mon réfrigérateur sans demander, et s'est versé un verre de vin. Elle ne m'en a pas proposé. Tu sais, dit-elle nonchalamment, appuyée contre le comptoir, j'ai vu le plus joli manteau au centre commercial hier. Cachemire couleur camel en solde, mais toujours cher. Peut-être pour mon anniversaire. Je me suis détournée de la cuisinière et je l'ai regardée. En fait, ai-je dit, ma voix calme mais ferme, nous devons parler avant le dîner. Damien a desserré sa cravate. Est-ce que ça peut attendre? On a eu une longue journée. Non, ai-je dit, ça ne peut pas. J'ai plongé la main dans la poche de mon tablier et j'ai sorti les papiers pliés. Je les ai lissés soigneusement et je les ai placés sur le comptoir de la cuisine entre nous. La pièce est devenue silencieuse à l'exception de la radio qui jouait doucement en arrière-plan. Ce sont mes relevés bancaires, ai-je dit. De mon compte courant, celui que j'ai ouvert après la mort de Robert. Celui auquel seul Damien avait accès pour les urgences. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, cherchant quelque chose de familier. Puis je me suis tournée vers Laure. As-tu pris de l'argent sur mon compte? Les mots restaient suspendus dans l'air, lourds et inévitables. Le sourire de Laure s'est figé. Damien ne parlait pas, et dans ce silence, je savais que la soirée allait s'effondrer. Laure a ri. C'était court et sec comme un craquement de glace. Elle a regardé Damien, puis de nouveau moi comme si je venais de raconter une blague qui était tombée à plat. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle dit. Tu entends ça, Damien? J'ai gardé mes yeux sur elle. Je pose une question directe. As-tu pris de l'argent sur mon compte? Elle a secoué la tête lentement.
C'est incroyable. Tu dois être confuse. Tu oublies des choses ces derniers temps, Martine. Ça arrive à ton âge. Damien a enfin parlé. Maman, tu te trompes probablement. Tu as autorisé ces retraits et tu as oublié. Tu as été très stressée. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la peur, pas de la tristesse. De la colère. Propre et tranchante. J'ai 72 ans, je ne suis pas sénile, ai-je dit. Je tiens des comptes de tout, chaque euro, chaque relevé. Laure s'est rapprochée de Damien et a placé une main sur son bras. Les problèmes de mémoire sont courants. Ma grand-mère a traversé la même chose. Elle était convaincue que les gens la volaient, aussi. C'est à ce moment-là que j'ai posé les relevés hautement sur le comptoir. J'ai vu les images de surveillance, ai-je dit. Le distributeur près de la zone des aubiers. C'est ta voiture. C'est toi portant le manteau rouge que je t'ai acheté à Noël dernier. Prenant mon argent. La pièce s'est figée. L'expression de Laure a changé. Le masque poli est tombé, révélant quelque chose de dur en dessous. Tu n'avais aucun droit de m'espionner, a-t-elle claqué. J'avais tous les droits de me protéger, ai-je répondu. Elle a croisé les bras. Tu nous dois cet argent de toute façon après tout ce qu'on a fait pour toi. Te rendre visite, écouter tes histoires, faire semblant de s'intéresser. Damien m'a regardé alors, le visage froid. Tu as plus d'argent qu'il ne t'en faut. Tu vas bien. Pourquoi économises-tu même? J'ai dégluti. Tu n'es pas confuse, Martine, dit Laure doucement. Tu es encombrante. C'était ça. Sortez de ma maison, ai-je dit. Tous les deux. Laure a attrapé son sac immédiatement. Mais Damien n'a pas bougé. Et c'est là que tout a dérapé. Pendant un moment, personne n'a bougé. La radio continuait de jouer doucement, une chanson de fête joyeuse qui semblait soudain déplacée. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. J'ai dit, sortez. PFF. Laure a levé les yeux au ciel et a attrapé son sac. Bien, j'ai fini de jouer à la famille de toute façon. Elle s'est tournée vers la porte comme si ce n'était rien de plus qu'un désagrément. Damien était toujours debout au milieu de ma cuisine. J'ai pris le verre de vin que Laure s'était versé, celui qu'elle ne m'avait jamais offert, et je l'ai jeté. Pas sur eux, jamais sur eux. Il s'est brisé contre le placard à côté de Damien, éclaboussant le comptoir de verre et de vin blanc. Tout s'est passé en même temps. Damien s'est jeté en avant, ses mains ont percuté mes épaules. La force m'a surprise. Ma hanche a heurté le bord du comptoir, la douleur explosant dans mon flanc. J'ai trébuché en arrière, mon pied se prenant dans le tapis. Puis le sol s'est précipité vers moi. Ma tête a frappé le parquet assez fort pour me couper le souffle. Un bourdonnement aigu a rempli mes oreilles. Pendant un moment, je ne pouvais pas dire où j'étais ni ce qui s'était passé. J'ai senti le goût du sang. À travers le bruit, j'ai entendu la voix de Laure. « Qu'est-ce que tu as fait, Damien ?» J'étais allongée là à regarder le plafond, la tache d'eau délavée que Robert avait promis de réparer il y a des années. Du sang chaud coulait sur ma tempe. Mon corps hurlait de douleur. Le visage de Damien est apparu au-dessus de moi, tordu par la colère et autre chose que je ne reconnaissais pas. « C'est de ta faute, a-t-il dit. Tu nous as poussés à bout. » Puis ils étaient partis. La porte d'entrée a claqué. Le moteur de la voiture de Damien a vrombi et a disparu dans la rue. J'étais seule sur le sol de ma cuisine. L'odeur de nourriture brûlée remplissait l'air. Le détecteur de fumée a commencé à biper. Je me suis traînée vers le téléphone mural et j'ai composé le numéro avec des doigts tremblants. 18. J'ai dit quand l'opérateur a répondu, j'ai été agressée. Et avec cette phrase, tout dans ma vie a changé. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes. Ils ont agi rapidement mais doucement, posant des questions tout en travaillant. Avez-vous perdu connaissance? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'ai répondu du mieux que je pouvais, ma voix instable mais claire. Ils ont pris des photos de mes blessures, l'enflure sur mon poignet, l'hématome s'étendant sur ma hanche, la coupure sur ma tempe où le sang collait encore à la racine de mes cheveux. La police est venue ensuite.
Un officier parlait doucement tandis que l'autre notait tout. Ils m'ont donné un numéro de dossier et m'ont demandé si je me sentais en sécurité chez moi. C'est ma maison, ai-je dit. Je ne la quitte pas. Après leur départ, le silence semblait différent, plus lourd, mais aussi honnête. Je me suis rassise dans le fauteuil de Robert et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Puis j'ai repris mon téléphone, pas pour appeler Damien, pas pour m'excuser, pas pour arranger quoi que ce soit. J'ai appelé mon avocate, maître Hélène Petit. Je lui ai tout raconté, les retraits, les images, la confrontation, la bousculade. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle a dit, « Martine, c'est du vol et c'est des coups et blessures, et en raison de votre âge, c'est considéré comme un abus de faiblesse sur personne vulnérable. » Ce mot aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, il m'a raffermi. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller financier et j'ai gelé tous les comptes, changé tous les codes, supprimé tous les utilisateurs autorisés. Au moment où j'ai posé mon téléphone, quelque chose en moi avait changé. Pour la première fois depuis des années, je ne sauvais personne. Je me protégeais moi-même. L'appel est arrivé le lendemain matin de Noël. J'étais de retour dans le fauteuil de Robert, une poche de glace fraîche pressée sur mon poignet, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge au mur. Quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Damien, je n'ai ressenti ni peur ni effroi. Je me sentais prête. « Maman » a-t-il dit au moment où j'ai répondu. Sa voix était tendue, précipitée. « Est-ce que tu as payé le crédit ce mois-ci » J'ai fermé les yeux. « Pourquoi penserais-tu que j'ai payé ton crédit, Damien ?» Parce que le paiement n'est pas passé. La banque dit que notre compte est sans provision, et d'habitude tu nous aides quand les temps sont durs. D'habitude. Il y a 2 soirs, tu m'as dit que j'avais plus d'argent que nécessaire, ai-je dit calmement. Tu as dit que ce que je fais de mon argent ne te regarde pas. Tu as dit que je mourrais seule dans cette maison de toute façon. Silence. Puis sa voix a baissé. Maman, s'il te plaît. Nous allons perdre la maison. Juste cette fois. On pourra tout arranger plus tard. Non, ai-je dit. Il a commencé à parler par-dessus moi, le désespoir débordant. On te remboursera. Je te promets. Laure ne voulait pas que ça aille aussi loin. Laure m'a volé 30 000 €. J'ai dit, tu le savais. Tu lui as donné la carte. Et quand je t'ai confronté, tu m'as poussé au sol et tu m'as laissé en sang. Je n'ai pas élevé la voix. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je continué. Toi et Laure allez rembourser chaque euro que vous avez pris avec les intérêts. Mon avocate prépare un échéancier de paiement. Vous le signerez ou je poursuivrai avec les plaintes déjà déposées. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a-t-il chuchoté. Alors vous le trouverez, ai-je dit. Vendez ce que vous avez. Prenez plus petit. Ça m'est égal. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit 4 mots que j'aurais dû écrire il y a des années. Je me choisis maintenant. La date limite donnée par Maître Petit est passée sans un seul paiement. Pas d'excuses non plus, juste un silence brisé seulement par des messages que Damien envoyait et auxquels je ne répondais pas. Promesses, excuses, blâmes enveloppés de désespoir. J'ai bloqué le numéro et j'ai laissé le calme revenir. Maître Petit a déposé plainte le lendemain matin. Vol, coups et blessures, abus de faiblesse. Le processus a avancé lentement, mais il a avancé. Un enquêteur a appelé pour confirmer les détails. Un officier de police judiciaire a posé des questions de suivi. Chaque conversation était calme, procédurale, presque ennuyeuse, et c'était exactement ce qui rendait la chose réelle. En quelques semaines, les conséquences ont commencé à faire surface. Damien et Laure ont manqué d'autres paiements. La maison dans le lotissement a été saisie par la banque. Le SUV coûteux a disparu. J'ai entendu par Nicole qu'il vendait des meubles en ligne, tout ce dont il pouvait se séparer. Un après-midi, Damien s'est présenté à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre, plus maigre que dans mes souvenirs, debout les mains dans les poches comme un enfant attendant qu'on le laisse rentrer. Il a sonné, puis encore, « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. » Je n'ai pas ouvert la porte.
J'ai appelé la police et signalé la violation de l'ordonnance de protection. Quand la voiture de patrouille est arrivée, Damien est parti sans se retourner. Je me tenais dans mon couloir, le cœur stable, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Les conséquences faisaient enfin le travail que je n'avais jamais pu faire. Le procès a été programmé pour début septembre. Je n'avais jamais été dans un tribunal autrement qu'en tant que juré. Être assise là comme la raison pour laquelle tout le monde s'était rassemblé semblait irréel. Damien était assis au banc de la défense. Plus maigre, plus vieux, les yeux fixés au sol. Laure était assise à côté de lui, sa posture raide, son visage illisible. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai marché jusqu'à la barre toute seule. J'ai raconté l'histoire lentement, les retraits, les images, la confrontation, la bousculade. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas pleuré. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. L'avocat de Damien a essayé de me dépeindre comme confuse, comme émotive, comme une vieille femme solitaire s'en prenant à son fils parce qu'il s'éloignait. Mais les preuves ne pliaient pas. Les relevés bancaires, la vidéo de surveillance, les photos de l'hôpital. Il disait la vérité sans élever la voix. Le tribunal a délibéré pendant plusieurs heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Damien a pleuré quand le verdict a été lu. Laure non. Elle s'est levée et est sortie avant que le juge n'ait fini de parler. Damien a été condamné à 18 mois de prison dont une partie avec sursis et condamné à rembourser chaque euro plus les intérêts et les frais de justice. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti une libération. La guérison a pris du temps. J'ai eu une chirurgie de la hanche ce printemps-là et j'ai engagé une infirmière nommée Julie pour m'aider durant les premières semaines. La kinésithérapie était lente et douloureuse, mais je me suis présentée à chaque séance. Dès l'été, je marchais sans canne. Je suis retournée à mon jardin, j'ai planté des tomates et des herbes aromatiques. J'ai laissé la terre se glisser à nouveau sous mes ongles. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle à la maison des associations. Je me suis fait des amis qui me connaissaient en tant que Martine, pas en tant que mère de quelqu'un. Damien a été libéré plus tôt pour bonne conduite. Il vit à l'autre bout de la ville maintenant. Nous ne nous parlons pas. Et je suis en paix avec ça. Voici ce que cela m'a appris. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. La générosité sans limite est une trahison de soi-même. Et les conséquences ne sont pas de la cruauté, elles sont de la clarté.